Il a observé pendant près de 30 ans une étrange protubérance sur un arbre grandir lentement. Mais lorsqu'il s'est enfin décidé à couper le tronc pour voir ce qui se cachait à l'intérieur, ce qu'il a découvert a bouleversé toute l'histoire de cet endroit. Abonnez-vous à la chaîne et indiquez dans les commentaires de quel pays vous venez. À la lisière d'une petite ville paisible, où les journées semblaient s'écouler avec la lenteur des saisons et où chacun connaissait le nom de son voisin, se dressait un vieil orme dont la silhouette faisait partie du décor depuis bien plus longtemps que la plupart des habitants. On pouvait apercevoir ses larges branches au-dessus des toits de la petite école privée attenante au presbytère, et pour beaucoup, l'arbre n'était qu'un élément familier du paysage quotidien. Pourtant, pour d'autres, et surtout pour ceux qui avaient grandi en observant ce géant de bois, il représentait quelque chose de tout à fait différent. Un mystère, une question sans réponse qui accompagnait la ville depuis près de 30 ans, car au milieu de son tronc robuste, à hauteur d'homme, une sorte de protubérance massive s'était formée, une excroissance étrange qui montait presque jusqu'aux branches supérieures, comme si l'arbre avait enveloppé un secret qu'il refusait de révéler. Cette protubérance était devenue l'un des sujets de conversation préférés des anciens, un objet d'intrigue pour les enfants et même un point d'intérêt pour les visiteurs de passage. Les touristes prenaient des photos, les enfants tentaient parfois d'en gratter la surface avec des cailloux pour deviner ce qui se cachait dessous, et les adultes échangeaient des hypothèses plus ou moins fantaisistes. Certains disaient qu'il s'agissait simplement d'une déformation naturelle. D'autres racontaient qu'un objet avait été piégé là lorsque l'arbre était encore jeune, et que le bois, avec patience et détermination, avait lentement refermé son étreinte autour de lui. Quel que fût le discours tenu, une chose restait certaine. Personne ne savait réellement ce que l'orme renfermait. Personne, sauf peut-être le pasteur Daniel Harris, qui se considérait depuis longtemps comme le gardien de cet arbre. Daniel avait découvert l'orme lorsqu'il était encore un jeune pasteur fraîchement arrivé dans la région, chargé d'assister la petite école de la paroisse. Il se souvenait parfaitement de la première fois où il avait posé les yeux sur cette étrange bosse sur le tronc. Il avait ressenti quelque chose de curieux, un mélange d'étonnement et de respect, comme si l'arbre l'invitait silencieusement à reconnaître l'existence d'un secret enfoui. Au fil des années, cette impression ne fit que s'accentuer. Tandis que les enfants inventaient des histoires insolites et que les plus téméraires tentèrent de toucher la protubérance malgré ses avertissements, Daniel répétait inlassablement qu'il ne fallait pas abîmer l'arbre. Il disait que la nature savait ce qu'elle faisait et qu'il valait mieux ne pas perturber ce qui devait rester intact. Peu à peu, il s'était construit la réputation d'un homme profondément attaché à ce morceau de terre et de bois. Un homme qui veillait sur l'orme comme on veille sur un trésor. Avec le temps, l'orme devint un emblème officieux de la ville. Les personnes âgées se rappelaient leurs propres souvenirs d'enfance, lorsque la bosse n'était encore qu'un renflement discret, et évoquaient combien elle avait grandi depuis. Les élèves de l'école, eux, transmettaient les légendes de génération en génération. Certains imaginaient que l'arbre cachait un trésor, d'autres prétendaient qu'un vieil homme y avait jadis enfermé un message avant de disparaître. Peu importait la version entendue, la protubérance attisait la curiosité et alimentait les conversations comme si elle faisait partie de la culture locale, autant que l'église ou la place du marché. Mais avec les décennies vinrent aussi les changements inévitables du temps. L'orme, malgré sa robustesse apparente, commença à montrer des signes d'usure. Lors des tempêtes d'automne, les rafales de vent étaient de plus en plus violentes, et le tronc tout entier se mettait à osciller avec une inquiétante intensité. La protubérance, si longtemps perçue comme un mystère inoffensif, devint soudain une source de préoccupation. Le vieux bâtiment du gymnase scolaire, construit trop près de l'arbre plusieurs décennies plus tôt, risquait d'être écrasé si l'orme venait à céder. Un groupe d'ouvriers, venus inspecter les lieux après une saison particulièrement agitée, confirma ce danger. La direction de l'école convoqua alors une réunion d'urgence. Il fallait agir. Lorsque Daniel entra dans la salle de réunion ce matin-là, il savait déjà ce que l'on allait lui annoncer. Il ne pouvait pas faire semblant de ne pas voir les signes. La façon dont les tempêtes secouaient désormais l'orme différait de tout ce qu'il avait observé auparavant. Il savait aussi que, malgré son attachement à l'arbre, il devait admettre la possibilité qu'il représentât un risque. Les enseignants, le personnel administratif, les ouvriers spécialisés, tous s'accordaient à dire qu'il était impératif de réduire le danger.
Les discussions se concentraient sur la nécessité de retirer ou de réduire la protubérance, voire d'abattre l'arbre si cela s'avérait indispensable. Pour Daniel, c'était comme si on lui avait arraché le souffle. Il avait passé plus de 30 ans à surveiller cet arbre, à le protéger, à le défendre contre toute intrusion, et voilà que l'on menaçait de le mutiler ou de le détruire. Il écoutait les arguments rationnels, ceux qui parlaient de sécurité, de structure affaiblie, de risque d'effondrement, mais son cœur se serrait à mesure que la conversation avançait. Il se souvenait de toutes les fois où il avait demandé aux enfants de respecter l'orme, de toutes les années passées à contempler son tronc comme un vieil ami. Pourtant, face à la réalité, il comprenait qu'il ne pouvait plus retarder l'inévitable. Sa responsabilité n'était pas seulement envers l'arbre, mais envers les élèves, les enseignants, la communauté tout entière. Ce soir-là, après la réunion, Daniel resta longtemps dans la cour de l'école. Le soleil déclinait lentement, projetant une lumière dorée sur les branches du vieil orme. Il posa sa main sur l'écorce rugueuse et sentit la force tranquille de l'arbre, cette force qui avait résisté à tant d'hivers. Il murmura presque une prière, ou peut-être une confession. Une part de lui ressentait une profonde tristesse, comme si l'arbre s'apprêtait à perdre quelque chose qu'il avait protégé depuis si longtemps. Et pourtant une autre part, plus lucide, acceptait que le moment était venu de découvrir enfin ce que renfermait cette protubérance. Finalement, il donna son accord, non sans peine, non sans lutte intérieure, mais avec un sens aigu du devoir. Il demanda seulement que les spécialistes travaillent avec la plus grande délicatesse possible. Le lendemain matin, il viendrait examiner l'orme de plus près, et Daniel savait que ce jour marquerait une rupture. Demain, le secret que l'arbre avait protégé pendant 3 décennies serait peut-être mis à nu. Et tandis qu'il quittait la cour, il sentit pour la première fois non pas une appréhension, mais une étrange certitude. Le temps des révélations approchait, et quoi que contienne le cœur du vieil orme, cela changerait à jamais l'histoire de leur petite ville. Le lendemain matin, alors que la lumière pâle se déployait encore timidement sur la cour de l'école, une agitation inhabituelle régnait autour du vieil orme. Les spécialistes annoncés la veille venaient d'arriver, accompagnés de leurs outils et de leur matériel soigneusement rangé dans un véhicule utilitaire. Le bruit des portières que l'on refermait et des caisses que l'on déposait sur le sol résonnait faiblement dans l'air encore frais. De loin, les enseignants et quelques élèves matinaux observèrent la scène avec curiosité, sans oser s'approcher davantage, comme si la présence même des spécialistes marquait le début d'un acte solennel qui méritait un certain respect. Daniel se tenait légèrement en retrait, les mains croisées devant lui, le regard attentif. Il ressentait toujours le même pincement au cœur à l'idée de voir l'orme subir une intervention, mais il tentait de maintenir un visage calme. Il avait passé une grande partie de la nuit à réfléchir, oscillant entre l'inquiétude et une étrange impatience. À présent, en voyant les arboristes s'affairer autour de l'arbre, il lui semblait que quelque chose d'irréversible venait de commencer. L'orme, qui durant 30 ans avait conservé son secret, était sur le point d'être ouvert, et la ville entière semblait retenir son souffle dans l'attente de ce moment. Les spécialistes commencèrent par examiner attentivement le tronc, en passant leurs mains sur l'écorce déformée, en évaluant l'étendue de la protubérance et en notant l'orientation des fissures apparues au fil du temps. Ils utilisaient des outils spécifiques, appliquant des systèmes de mesure capables de détecter la densité du bois sous la surface. Par moments, ils s'échangeaient des remarques courtes mais précises, et leurs expressions concentrées trahissaient leur intérêt pour cette singularité biologique qu'ils n'avaient sans doute jamais rencontrée auparavant. Tout en observant les gestes précis des arboristes, Daniel ressentit une légère fierté à l'idée que cet arbre, qui avait tant compté pour lui, attirait désormais l'attention de professionnels aguerris. Lorsque les premiers résultats de leurs observations furent partagés, ils confirmèrent ce que la ville avait toujours soupçonné. Quelque chose de solide se trouvait bel et bien enfoui au sein du tronc. Les tests révélaient que la densité du bois augmentait de façon anormale en son centre, suggérant qu'un objet étranger avait été englouti progressivement par l'arbre au fil des décennies. Cette information, qui jusque-là relevait du mythe, s'imposait enfin comme une vérité tangible. On sentait autour des spécialistes une forme d'excitation discrète, comme si chacun comprenait qu'il participait à une découverte rare. Une fois les analyses terminées, les arboristes se regroupèrent pour discuter de la procédure à suivre.
La complexité de la tâche les poussait à agir avec une prudence extrême. Ils expliquèrent à Daniel qu'il faudrait retirer la couche de bois autour de la protubérance en procédant par sections délicates. Le risque était de blesser l'objet qui se trouvait à l'intérieur, quelle que fût sa nature, ou de compromettre encore davantage la stabilité de l'orme. Daniel hocha la tête, approuvant silencieusement chaque recommandation. Il se sentait partagé. D'un côté, l'inquiétude de voir l'arbre vulnérable, de l'autre, la nécessité de découvrir ce qu'il protégeait depuis tant d'années. Lorsque les spécialistes commencèrent enfin à découper la première couche de bois, un silence presque absolu s'installa dans la cour. Le bruit des scies, bien que mesuré et maîtrisé, paraissait résonner davantage dans cette atmosphère tendue. Les premiers copeaux tombèrent sur le sol comme des fragments d'histoire révélés peu à peu. Daniel s'approcha légèrement, sans toutefois franchir la limite de sécurité tracée par les techniciens. Il observait chaque geste, chaque vibration de l'écorce, comme si l'arbre pouvait ressentir un quelconque soulagement ou au contraire éprouver une douleur muette. Les minutes s'écoulèrent dans un mélange de tension et de concentration. Les arboristes retiraient méthodiquement les couches successives, exposant progressivement une zone du tronc où la couleur du bois changeait subtilement, signe d'une déformation ancienne. L'odeur du bois fraîchement coupé se mêlait à l'air matinal, créant une ambiance étrange, presque sacrée. Par moments, les spécialistes s'arrêtaient pour vérifier la solidité de ce qui se trouvait encore au fond, s'échangeant des regards pleins de signification. Tout indiquait que l'objet enfoui était bien plus grand qu'on ne l'avait imaginé. Puis soudainement, un son sec retentit, différent du bruit régulier des outils. C'était un tintement clair, métallique, qui traversa l'air comme une note isolée dans un orchestre silencieux. Les scies s'arrêtèrent immédiatement. On aurait dit que même les feuilles de l'orme s'étaient figées, suspendues dans un souffle invisible. Daniel sentit son cœur battre plus vite. Ce son, si inattendu et pourtant si révélateur, marquait un tournant. Les arboristes se regardèrent, confirmant sans un mot qu'ils venaient de heurter quelque chose de métallique. L'hypothèse d'un objet étranger n'était plus seulement plausible, elle était irréfutable. Après quelques instants de délibération, les arboristes reprirent leurs outils, mais avec encore plus de délicatesse qu'auparavant. Ils élargirent la zone déjà entamée, retirant le bois autour de la partie où le bruit métallique avait retenti. Lentement mais sûrement, une forme commença à se dessiner. D'abord floue et indistincte, puis de plus en plus nette. Sous la pression des outils maîtrisés, le bois se détachait pour laisser apparaître une masse sombre, arrondie, dont la surface semblait différente de tout ce que le tronc aurait pu produire naturellement. Les spectateurs, dont le nombre avait augmenté, retenèrent leur souffle. L'objet se dévoilait morceau par morceau, comme une relique exhumée d'un sanctuaire oublié. Lorsque les arboristes furent enfin en mesure de dégager une portion suffisante de l'objet pour permettre à la lumière de s'y refléter, un frisson parcourut la foule. On pouvait désormais distinguer l'éclat atténué du métal, terni par les années, et les couches de bois qu'il avait ensevelies. Une fois encore, les spécialistes s'interrompirent, laissant chacun assimiler l'ampleur de la découverte. Ce fut à ce moment précis que l'un des arboristes, en élargissant encore un peu plus l'ouverture, parvint à déplacer légèrement le bois qui retenait l'objet prisonnier. La plaque de bois, détachée avec précaution, tomba au sol dans un bruit sourd. Alors, sous les yeux stupéfaits de tous, l'objet se révéla presque entièrement. Un ancien et lourd marteau de navire, une cloche maritime en laiton, massive et marquée par le temps, avec une inscription à demi effacée, mais encore reconnaissable. Daniel resta immobile, incapable de détourner le regard. Il avait déjà vu cette cloche, pas en réalité, mais sur des photographies d'archives qu'il avait consultées par le passé. Les souvenirs affluèrent, chargés d'émotion et de perplexité. Les arboristes poursuivirent leur travail en dégageant délicatement le reste de la cloche, qui était littéralement soudée au bois. Quand elle fut enfin extraite de son cocon végétal et déposée avec précaution sur le sol, une nouvelle vague de murmures se répandit parmi les spectateurs. La cloche, bien que ternie et endommagée, conservait une dignité impressionnante, un témoignage silencieux de son histoire perdue. Daniel s'en approcha lentement, comme si un geste trop brusque risquait de dissiper le mystère qu'elle portait en elle. Cette découverte soudaine, inattendue, ouvrait une brèche dans le temps. Personne ne savait encore comment la cloche était arrivée là, ni pourquoi l'arbre l'avait engloutie ainsi,
Mais une chose était désormais certaine. L'orme n'avait pas seulement protégé un secret, il avait préservé un fragment du passé de la ville. Pour la première fois depuis longtemps, Daniel sentit qu'un chapitre oublié de leur histoire commune remontait à la surface. L'orme avait parlé, ou du moins il avait livré ce qu'il retenait depuis si longtemps. Et dans le silence chargé de stupeur qui suivit, chacun comprit que cette révélation n'était que le début d'une série de questions auxquelles il faudrait désormais répondre. Lorsque la lourde cloche maritime fut entièrement dégagée de l'emprise du bois et déposée sur le sol, un silence profond s'installa dans la cour de l'école. Les spectateurs, encore sous l'effet du choc, observèrent l'objet avec une sorte de respect instinctif, comme si la cloche, bien qu'inerte et muette, portait en elle une autorité venue d'un autre temps. Daniel sentait son cœur battre à un rythme irrégulier, tandis qu'il s'avançait lentement, le regard fixé sur l'inscription gravée le long du métal terni. Il reconnut presque immédiatement les lettres, leur forme caractéristique, et une vague de souvenirs remonta à la surface comme un courant inattendu. Il se rappela les archives poussiéreuses qu'il avait consultées des années auparavant, les photographies jaunies qu'il avait tenues entre ses mains, les récits de la ville évoquant le vieux phare qui autrefois veillait sur le fleuve. Aucun doute n'était possible. Il s'agissait bien de la cloche du phare disparu en 1901, la fameuse cloche dont la disparition avait alimenté les rumeurs pendant plus d'un siècle. Il demeura immobile un moment, submergé par cette certitude. Comment ce fragment du passé, que l'on croyait détruit par le feu, avait-il pu se retrouver ici, à plusieurs kilomètres du rivage, prisonnier du tronc d'un orme alors encore jeune? Plus il contemplait la cloche, plus l'énigme s'épaississait. L'incendie du phare, survenu à une époque où les mesures de sécurité étaient rudimentaires, avait réduit l'édifice à l'état de ruine. Les rapports de l'époque laissaient entendre que la chaleur intense avait probablement fait fondre la cloche, ou du moins l'avait rendue méconnaissable. Pourtant, malgré les recherches menées à l'époque et les visites récurrentes des curieux, aucune trace n'avait jamais été retrouvée. La disparition de la cloche était devenue l'un de ces mystères anciens que les habitants évoquaient parfois sans vraiment espérer un jour en connaître la vérité. À présent, la cloche était là, devant eux, préservée de manière inexplicable par l'arbre qui l'avait enveloppée de ses fibres, comme pour la protéger du passage du temps. La question du comment et du pourquoi surgissait tout naturellement dans tous les esprits. À peine la découverte avait-elle été constatée que les téléphones se mirent à apparaître, les murmures se multiplièrent, et très rapidement, plusieurs habitants se dispersèrent pour prévenir les autorités locales. Daniel, encore sous l'effet de l'étrangeté de la situation, n'essayait même pas de contenir les réactions. Il comprenait que ce qu'il venait d'observer changeait profondément la manière dont la ville se pensait elle-même. Lorsque la police arriva, accompagnée de quelques fonctionnaires municipaux, l'ambiance prit soudain un air plus officiel. Les agents encerclèrent la cloche, prirent des photos, prirent des notes, témoignèrent d'un sérieux presque solennel. Ils interrogèrent les arboristes, les enseignants présents et bien sûr Daniel, pour comprendre les circonstances exactes de la découverte. Les spécialistes expliquèrent comment les mesures effectuées le matin avaient révélé la présence d'un objet massif et comment le son métallique avait confirmé leurs soupçons. Ils ajoutèrent que la cloche semblait avoir été incorporée progressivement par l'arbre au fil des décennies, un phénomène rare mais scientifiquement plausible. Pourtant, malgré leurs connaissances, aucun d'eux ne pouvait expliquer comment un objet de cette taille avait pu être inséré dans un arbre encore jeune. Les policiers notèrent toutes les hypothèses, même les plus improbables, tout en reconnaissant l'absence de traces de manipulation récentes ou d'actes criminels. Il était clair que la cloche se trouvait ici depuis très longtemps, peut-être même depuis peu après l'incendie du phare. Mais pourquoi quelqu'un aurait-il transporté une cloche si lourde à travers plusieurs kilomètres de terrain pour ensuite la placer délibérément dans un orme immature? L'idée semblait absurde. Les historiens locaux, informés de l'événement, arrivèrent à leur tour, apportant avec eux la richesse de leurs connaissances et la profondeur de leurs réflexions. Ils se penchèrent sur la cloche avec une attention presque religieuse, examinant les détails de l'inscription, les marques laissées par le temps, les traces de chaleur qui subsistaient encore. Ils évoquèrent les anciennes théories qui circulaient parfois dans les cercles d'histoire régionale. Certains avaient suggéré par le passé que des habitants, lors de l'incendie,
avaient tenté de sauver des objets du phare, persuadés qu'ils avaient une valeur symbolique ou spirituelle. D'autres pensaient que la cloche pourrait avoir été retirée avant le feu pour d'obscures raisons administratives. Mais aucune archive ne le confirmait. Il n'existait aucune preuve concrète, aucune lettre, aucun rapport attestant du déplacement de la cloche. La disparition totale du métal, sans qu'aucun fragment n'ait été retrouvé, avait justement contribué à alimenter les mythes. Et voilà qu'après plus d'un siècle, l'objet réapparaissait dans un contexte encore plus mystérieux qu'on aurait pu l'imaginer. Les scientifiques arrivés sur place proposèrent des explications rationnelles, du moins en ce qui concernait la manière dont l'arbre avait pu absorber la cloche. Ils rappelèrent que certains arbres étaient capables d'enfermer des objets, parfois même des outils oubliés ou des chaînes métalliques, au fil de leur croissance. Au cours de décennies, la matière vivante s'adapte, se déforme et intègre tout ce qui se trouve à proximité immédiate. Mais même en tenant compte de cette capacité naturelle, il demeurait un vide béant dans l'explication. Comment et quand la cloche avait-elle été placée contre le tronc? Et surtout, par qui? Rien ne permettait de répondre à ces questions. La nouvelle se répandit rapidement, attirant bientôt des visiteurs venus non seulement de la ville, mais aussi des environs. Certains venaient par simple curiosité, d'autres pour témoigner d'un événement qui, sans aucun doute, entrerait dans les annales locales. Les discussions prenaient des tournures passionnées. On évoquait les anciennes familles de la région, les hommes qui travaillaient jadis au phare, les croyances populaires liées aux incendies et aux objets sacrés. Certains habitants affirmaient que la cloche avait été sauvée par un marin superstitieux. D'autres prétendaient qu'elle avait été enfouie volontairement pour protéger la ville d'un malheur. Rien de tout cela ne reposait sur des preuves, mais chacun semblait souhaiter donner un sens à la découverte. Avec l'arrivée de cette effervescence, certains collectionneurs spécialisés dans les antiquités maritimes prirent contact avec la mairie. Leur intérêt était évident. Une cloche datant du début du XXe siècle, liée à l'histoire d'un phare disparu et retrouvée dans de telles circonstances, représentait une pièce exceptionnelle. Les propositions arrivèrent rapidement, certaines atteignant des sommes considérables, parfois plus de 300 000 $. Pour beaucoup, ces montants étaient vertigineux. Certains estimaient que la ville devrait accepter une offre pour financer des projets communautaires ou améliorer les infrastructures locales. Mais Daniel rejetait instinctivement cette idée. Lorsque les agents municipaux lui rapportèrent les premières offres, il sentit une résistance profonde en lui. Il observait la cloche, encore posée sur le sol de la cour de l'école, et il savait que la réduire à une simple valeur marchande constituait une trahison, non seulement envers l'arbre qu'il avait protégé, mais envers la mémoire de ceux qui avaient vécu avant eux. La cloche représentait un lien tangible avec le passé, une partie de l'âme de la ville, un témoignage silencieux de ce qui avait été perdu, puis retrouvé. Elle n'appartenait pas à un individu, ni même à la municipalité, mais à la communauté entière. C'était un fragment d'histoire que l'on ne pouvait ni acheter, ni vendre. Aussi, lorsque des représentants des services municipaux lui demandèrent son avis de manière plus formelle, il refusa immédiatement. Il expliqua que la cloche devait rester là où elle avait été découverte, ou du moins dans un lieu accessible à tous, afin que les générations futures puissent en apprendre davantage sur leur propre histoire. Sa réponse étonna certains, déçus même peut-être ceux qui voyaient dans cette découverte l'occasion d'un gain financier considérable. Mais la conviction de Daniel était inébranlable. La cloche était un héritage, pas une marchandise. La journée s'acheva sur cette certitude. Alors que le soleil commençait à disparaître derrière les toits de la ville, la cloche reposait toujours au même endroit, entourée de traces de copeaux et des marques laissées sur le tronc par l'intervention des arboristes. Daniel s'attarda un moment, regardant la lumière décliner et envelopper l'objet d'une teinte chaleureuse. Il avait la sensation que quelque chose d'important venait de se produire, quelque chose qui redonnait à la ville une partie de son histoire perdue. Et pourtant, il savait que ce n'était qu'un début. Les questions restaient entières, et peut-être ne trouveraient-elles jamais de réponse. Mais une chose était sûre, la découverte de la cloche avait réveillé la mémoire collective, et désormais, rien ne serait plus comme avant. Lorsque la nuit fut tombée sur la petite ville, et que les derniers curieux quittèrent enfin la cour de l'école, laissant derrière eux le vieil homme blessé et la cloche posée sur le sol, Daniel comprit que la découverte ne tarderait pas à transformer le quotidien de chacun.
Le lendemain matin, la municipalité décida, en accord avec la direction de l'école et quelques représentants du conseil local, de placer la cloche sur un socle provisoire dans la cour, non loin de l'endroit où elle avait été extraite. Le but était simple, l'exposer aux habitants, afin que tous puissent approcher cet objet revenu du passé et sans doute réfléchir à ce que signifiait sa réapparition. Malgré les nombreuses suggestions d'un emplacement plus visible, comme la place de l'hôtel de ville ou le petit musée régional, Daniel insista pour que la cloche reste ici, dans cette cour où elle avait été dévoilée au monde. Il sentait que c'était le lieu le plus juste, celui où se croisent les générations, où les enfants grandissent, sans jamais oublier les histoires que leurs aînés leur racontent. Une équipe municipale vint installer un socle simple mais robuste, fait de pierres claires et légèrement inclinées, pour accueillir la cloche. Lorsqu'elle fut posée, le contraste entre le métal sombre et la lumière du matin lui donna une présence presque solennelle. La cloche, bien qu'endormie et silencieuse, attirait le regard comme un être vivant. Elle semblait à la fois lourde et fragile, comme si elle portait encore dans ses fissures et ses éraflures la mémoire de ce qu'elle avait traversé. Les enfants, d'abord intimidés par ce nouvel élément au milieu de leur quotidien, s'approchaient prudemment, certains avec une curiosité émerveillée, d'autres avec la fascination que l'on éprouve devant les reliques anciennes. Et sans qu'on leur demande, ils commencèrent à s'arrêter quelques instants devant elle, comme si son silence les invitait déjà à réfléchir. La cloche, désormais privée de son timbre en raison des fissures qui en fragilisaient la structure, ne pouvait plus sonner. Pourtant, cette absence de son paraissait paradoxalement renforcer son impact. Les enseignants expliquaient aux élèves qu'autrefois, elle retentissait pour guider les marins, signaler des dangers, marquer des départs et des retrouvailles. À présent, elle ne résonnait plus, mais sa simple présence éveillait un écho intérieur, une vibration silencieuse que chaque enfant semblait percevoir à sa manière. Les plus jeunes imaginaient l'époque où les navires passaient au large, éclairés par la lumière du phare. Les plus grands se demandaient comment un objet aussi lourd avait pu disparaître, être oublié, puis réapparaître sous la protection d'un arbre. Pour tous, la cloche devenait un point de ralliement entre le passé et le présent. Chez les adultes, la cloche exerçait une influence encore plus profonde. Beaucoup d'entre eux avaient entendu des fragments d'histoire racontés par leurs parents ou leurs grands-parents, des récits légendaires où se mêlaient vérité et fabulation. Voir aujourd'hui la cloche réelle, tangible, rendait ces récits soudain plus crédibles. Les conversations se multipliaient dans les rues, dans les cafés, dans les foyers. Certains évoquèrent la vie de leurs ancêtres liés au phare ou au fleuve. D'autres se souvenaient d'anciennes chansons locales mentionnant la disparition mystérieuse de la cloche. Des habitants, habituellement peu portés sur l'histoire, se surprenaient à consulter les archives municipales ou à converser avec les historiens du coin pour en apprendre davantage. La ville semblait redécouvrir son identité, comme si ce fragment de métal avait rouvert une porte longtemps scellée. Une semaine passa, rythmée par un flux constant de visiteurs. Puis un soir, alors que le soleil déclinait derrière les toits et que les ombres s'allongeaient sur la cour de l'école, Daniel demeura seul avec la cloche. Il s'était attardé volontairement, laissant les autres partir avant lui. Le silence qui enveloppait la cour lui procurait une forme de réconfort, presque une intimité nouvelle avec l'objet qu'il avait veillé si longtemps sans le savoir. Il observa la lumière rougeoyante du couchant glisser lentement le long du métal, révélant les déformations de surface, les zones où le bois avait laissé des marques de son étreinte, les figures que le temps semblait avoir sculptées sur la cloche. Ce spectacle silencieux produisait en lui une émotion difficile à définir, un mélange de nostalgie, d'humilité et de gratitude. Il se surprit à réfléchir à tout ce que cette cloche avait dû voir, à ce qu'elle avait symbolisé pour ceux qui vivaient à l'époque du phare. Elle avait guidé des navires, elle avait sonné des avertissements, elle avait sans doute rythmé des moments de vie essentiels. Puis elle avait disparu, engloutie non par l'eau ni par les flammes, mais par un arbre, comme si la nature elle-même avait voulu la préserver en secret. Il se demanda si l'homme avait choisi de la protéger, si la cloche avait trouvé refuge en lui d'une manière que l'homme ne comprendrait jamais. C'était une pensée irrationnelle, mais l'irrationnel avait toujours accompagné les grandes énigmes de l'humanité. Et après tout, n'était-ce pas cela qui donnait au monde sa part de magie? En observant la cloche dans la lueur du crépuscule,
Daniel ressentit soudain une certitude profonde. La ville n'était pas devenue plus riche grâce aux offres des collectionneurs, ni même grâce à la notoriété nouvelle que la découverte lui apportait. Elle était devenue plus riche d'une autre manière, plus intime, plus durable. Elle avait retrouvé un fragment de sa mémoire. Elle avait renoué avec son passé non pas par des récits approximatifs, mais par la matérialité d'un objet qui avait traversé les âges. La cloche, même muette, parlait davantage que n'importe quel discours officiel ou monument grandiose. Elle rappelait que l'histoire d'une communauté ne s'écrit pas seulement dans des livres. Elle se transmet dans les objets qui survivent, dans les traces laissées par ceux qui nous ont précédés, dans les symboles que le temps choisit parfois de révéler. Daniel resta là longtemps, jusqu'à ce que la dernière lueur du jour s'efface complètement. Il se sentit étrangement apaisé, comme si la cloche lui avait transmis un message silencieux, un message qui disait que certaines énigmes n'avaient pas vocation à être résolues. Peut-être fallait-il simplement accepter qu'elles existent, pour nous rappeler que le monde est plus vaste que notre compréhension, que les choses cachées finissent toujours par réapparaître lorsqu'on s'y attend le moins, et que le passé n'est jamais tout à fait perdu. Il effleura doucement le métal froid du bout des doigts, un geste presque instinctif, comme une salutation adressée à un vieil ami. Puis il se détourna pour quitter la cour. En franchissant le portail, il sut que la cloche continuerait à vivre dans le regard de ceux qui la voyaient chaque jour, qu'elle inspirerait des récits, des réflexions, peut-être même une nouvelle génération de rêveurs. Et tandis qu'il marchait dans la rue silencieuse, il se surprit à sourire. La ville, sa ville, venait de retrouver une part d'elle-même. Et parfois, songea-t-il, les miracles ne se manifestent pas par le bruit, mais par un silence qui résonne bien plus loin que n'importe quelle cloche. Si cette histoire vous a donné envie de la regarder jusqu'à la fin, c'est que vous appréciez certainement ce genre de sujet. Ne manquez pas les prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être toujours le premier à découvrir de nouveaux secrets. Regardez d'autres vidéos dès maintenant et partagez cet épisode avec vos amis pour qu'ils découvrent eux aussi ce que cache notre monde.